Le silence, il peut être la paix, le calme, la sérénité, mais il peut aussi être une arme. Et il y a un type de silence qui n'est pas du repos, ni de la réflexion, ni un espace pour penser. C'est une punition, c'est du contrôle. C'est une forme de violence qui ne laisse aucune marque visible, mais qui détruit de l'intérieur. Carl Jung a étudié ce phénomène pendant des années, et ce qu'il a découvert sur les personnes qui utilisent le silence comme une arme est perturbant. Aujourd'hui, vous allez comprendre exactement ce qui se passe quand quelqu'un vous punit par son silence. Et plus important encore, vous allez apprendre pourquoi ce n'est pas votre faute et comment vous protéger. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose que Jung considérait comme fondamental. Le silence en lui-même n'est pas mauvais. Il existe des silences sains. Le silence de quelqu'un qui a besoin de temps pour traiter ses émotions. Le silence de quelqu'un qui préfère ne pas parler quand il est en colère pour ne pas dire des choses qu'il ne pense pas vraiment. Le silence de quelqu'un qui apprécie simplement la tranquillité. Ces silences sont légitimes et respectables. Mais il y a un autre type de silence, un silence qui a une intention spécifique, un silence conçu pour causer de la douleur, un silence qui cherche à vous contrôler, à vous punir, à vous faire sentir que vous n'existez pas. Jung appelait cela une forme d'agression passive, et il la considérait comme l'une des tactiques les plus dommageables qui existent dans les relations humaines. La différence entre ces deux types de silence est cruciale, et Jung l'a identifié avec précision. Le silence sain vient avec de la communication. La personne vous dit « j'ai besoin d'un moment » ou « nous en parlerons plus tard » ou « je ne me sens pas capable de discuter de cela maintenant ». Il y a une explication. Il y a une limite de temps implicite ou explicite. Il y a du respect pour votre besoin de savoir ce qui se passe. Et quand le silence se termine, il y a une vraie conversation sur ce qui l'a causé. Le silence comme arme est complètement différent. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune limite de temps. Il n'y a aucune considération pour la façon dont cela vous affecte. Ils disparaissent simplement émotionnellement. Ils vous regardent comme si vous étiez transparent. Ils répondent par des monosyllabes, ou directement ne répondent pas. Et quand vous essayez de savoir ce qui se passe, vous vous retrouvez avec encore plus de silence. Ou pire, avec du déni. Il ne se passe rien. Tu imagines des choses. Tout va bien. Jung a observé que ce type de silence a un but très spécifique. Ce n'est pas pour se protéger, c'est pour vous blesser. Je veux que vous compreniez les 7 fonctions que remplit le silence, quand il est utilisé comme une arme. Voici ce que Jung a documenté après des années d'observation clinique. La première fonction est la punition sans responsabilité. Quand quelqu'un vous crie dessus, vous insulte ou vous agresse verbalement, il est clair qu'il vous attaque. Il y a des preuves, il y a des mots qui ont été dits, il y a quelque chose de concret à signaler. Mais quand quelqu'un vous punit avec le silence, il n'y a rien de tangible, il ne vous a rien dit de mal, il ne vous a rien fait de visible. Et pourtant, les dégâts sont réels. Le silence permet de vous punir, tout en gardant les mains propres. Si vous vous plaignez, il peut dire qu'il n'a rien fait, que c'est vous qui créez un drame à partir de rien. La deuxième fonction est le contrôle par l'incertitude. Quand vous ne savez pas ce que vous avez fait de mal, quand vous ne savez pas combien de temps cela va durer, quand vous ne savez pas ce que vous devez faire pour que cela se termine, vous êtes dans un état constant d'anxiété, et cette anxiété vous rend malléable. Elle vous rend prête à faire n'importe quoi pour que le silence se termine. Elle vous fait céder sur des choses sur lesquelles vous ne céderiez normalement pas. Elle vous fait vous excuser pour des choses que vous n'avez peut-être même pas faites. Le silence crée un vide que vous essayez désespérément de combler. Et la personne narcissique le sait. La troisième fonction est l'invalidation de votre existence. Jung considérait cette fonction particulièrement cruelle.
Quand quelqu'un vous ignore complètement, quand il agit comme si vous n'étiez pas là, il vous envoie un message très clair. Vous n'êtes pas important. Votre présence est insignifiante. Vos sentiments ne méritent aucune reconnaissance. Vos paroles ne méritent aucune réponse. Cette invalidation systématique érode votre sens de vous-même. Vous commencez à vous demander si vous existez vraiment, si vous comptez vraiment, si vous avez vraiment le droit d'occuper de l'espace. La quatrième fonction est le transfert de culpabilité. Quand le silence continue et que vous commencez à chercher désespérément ce que vous avez fait de mal, quand vous commencez à revoir chaque conversation, chaque action, chaque mot, vous assumez que la faute est la vôtre. Le silence vous oblige à devenir votre propre procureur, à chercher des preuves de vos propres crimes, à trouver des raisons pour lesquelles vous méritez cette punition. Et pendant que vous vous blâmez vous-même, il n'a rien à faire. Vous faites son travail pour lui. La cinquième fonction est le conditionnement comportemental. Jung a observé que le silence fonctionne comme un système de conditionnement. Chaque fois que vous faites quelque chose que la personne narcissique n'aime pas, le silence arrive. Avec le temps, vous apprenez à éviter certains comportements, certaines opinions, certaines expressions de vous-même, simplement pour éviter la punition du silence. Vous vous réduisez, vous vous faites plus petite, vous vous façonnez à ce qu'il veut que vous soyez, et tout cela sans qu'il ait à vous dire explicitement de changer. La sixième fonction est la démonstration de pouvoir. Le silence communique quelque chose de très clair. J'ai le pouvoir de vous faire sentir misérable sans bouger le petit doigt. J'ai le contrôle du moment où nous parlons et où nous ne parlons pas. Je décide quand vous existez pour moi et quand vous n'existez pas. Cette démonstration de pouvoir est enivrante pour la personne narcissique. Elle lui confirme qu'il vous tient là où il vous veut, qu'il peut vous affecter profondément avec un minimum d'effort, que votre bien-être émotionnel dépend complètement de lui. La septième fonction est la création de dépendance. Quand le silence se termine enfin, quand la personne narcissique décide de vous reparler, il y a un soulagement énorme. Ce soulagement crée un pic d'émotions positives qui s'associe à lui. Vous vous sentez reconnaissante qu'il soit revenu. Vous vous sentez soulagé que tout soit terminé. Et paradoxalement, vous vous sentez plus connecté à lui, après l'épisode de silence. Ce cycle de douleur et de soulagement crée un lien addictif que Jung a comparé à d'autres formes de dépendance psychologique. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Jung considérait comme crucial pour les victimes de cette tactique. Le silence utilisé comme une arme est de l'abus. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas être dramatique, ce n'est pas un manque de tolérance, c'est une forme de violence psychologique reconnue qui cause des dommages réels et mesurables. Des études ont démontré que le rejet social active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Quand quelqu'un vous ignore délibérément, votre cerveau le traite comme si on vous blessait physiquement. Jung était très clair à ce sujet. Il disait que l'agression passive est plus difficile à détecter, mais tout aussi destructrice que l'agression active. Peut-être plus, parce que la victime ne reconnaît fréquemment pas qu'elle est victime d'abus. Elle se blâme elle-même. Elle minimise ce qui se passe. Elle cherche des excuses pour le comportement de l'agresseur. Et pendant ce temps, les dégâts s'accumulent. Le silence, ce silence qui pèse. Si, dans votre vie, quelqu'un utilise régulièrement le silence pour vous punir, pour vous contrôler, pour vous faire sentir que vous n'existez pas, alors c'est de l'abus. C'est une forme de violence psychologique. Il importe peu qu'on ne vous ait jamais frappé ou insulté directement. Le mal que cause ce silence persistant est profond et durable. Il ronge l'âme. Il existe des signes spécifiques qui distinguent le silence normal du silence utilisé comme une arme. Carl Jung a identifié plusieurs de ces signes, et je tiens à les partager avec vous, pour vous aider à les reconnaître. Le premier signe,
c'est la disproportion. Le silence utilisé comme une arme est souvent disproportionné par rapport à ce qu'il a soi-disant causé. Vous avez fait une remarque anodine, et on ne vous parle plus pendant 3 jours. Vous êtes arrivé 10 minutes en retard, et votre partenaire disparaît émotionnellement pendant 1 semaine. La sévérité de la punition ne correspond pas à la gravité de la prétendue offense. Cela indique que ce silence n'est pas une réaction naturelle, c'est une tactique délibérée, une manipulation. Le deuxième signe, c'est la répétition du schéma. Tout le monde a besoin d'espace de temps en temps. Mais quand le silence devient une habitude régulière, quand vous savez que chaque désaccord se terminera par des jours d'ignorance totale, c'est une tactique. Ce n'est pas un besoin émotionnel. Carl Jung a observé que les personnes qui utilisent le silence comme une arme le font constamment parce qu'elles savent que cela fonctionne et qu'elles en retirent une forme de pouvoir. Le troisième signe, c'est le déni face à la confrontation. Si vous demandez ce qui ne va pas et que la réponse est « rien », alors que manifestement quelque chose cloche, c'est un signe. Un silence sain s'accompagne d'honnêteté. Je suis en colère, j'ai besoin de temps. Le silence utilisé comme une arme s'accompagne de déni. Il vous oblige à douter de votre propre perception, alors que vous êtes clairement unique. Le quatrième signe, c'est le moment stratégique. Carl Jung a remarqué que le silence utilisé comme une arme apparaît souvent à des moments spécifiques. Juste au moment où vous avez besoin de soutien, juste au moment où vous avez quelque chose d'important à célébrer, juste au moment où vous êtes vulnérable pour une autre raison. La personne narcissique choisit ces moments, car elle sait que l'impact sera plus grand. Le silence sain n'a pas cette qualité stratégique. Il n'est pas calculé. Le cinquième signe, c'est la condition implicite pour que ça cesse. Le silence, utilisé comme une arme, a souvent une condition non exprimée pour que ça se termine. Il se termine quand vous cédez. Il se termine quand vous demandez pardon. Même si vous n'avez rien fait de mal. Il se termine quand vous montrez suffisamment de détresse. Il se termine quand la personne narcissique a obtenu ce qu'elle voulait. Il y a une transaction implicite que vous devez deviner et accomplir. C'est un jeu de pouvoir. Le sixième signe, c'est le plaisir dissimulé. Carl Jung a observé quelque chose de troublant chez les personnes qui utilisent le silence comme une arme. Il y a souvent des indices qu'elles apprécient le pouvoir qu'elles ont sur vous, une étincelle dans les yeux quand elles voient de votre angoisse. Un sourire presque imperceptible quand elle vous voit chercher désespérément à renouer le contact. Une énergie de satisfaction qui ne correspond pas à quelqu'un qui est soi-disant en souffrance au point de ne pas pouvoir parler. Le septième signe, c'est l'absence de résolution. Après un silence sain, vient une conversation. Une tentative de comprendre ce qui s'est passé, un effort pour résoudre le conflit. Après le silence utilisé comme une arme, il n'y a souvent rien. Le silence se termine simplement. Et on s'attend à ce que vous agissiez comme si de rien n'était. Pas d'excuses, pas d'explications, pas d'engagement à ce que cela ne se reproduise plus. Juste, jusqu'à la prochaine fois. Carl Jung a documenté les phases typiques d'un épisode de silence utilisé comme une arme. Comprendre ces phases peut vous aider à reconnaître ce qui se passe, à briser le cycle. La première phase, c'est le déclencheur. Quelque chose vous active. Cela peut être quelque chose que vous avez dit, quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose de complètement hors de votre contrôle. Parfois, le déclencheur est si minime que vous ne le remarquez même pas. Mais pour la personne narcissique, c'est suffisant pour justifier ce qui va suivre. La deuxième phase, c'est le retrait. La personne narcissique se ferme. Elle arrête de communiquer. Elle répond par des monosyllabes ou ne répond pas du tout. Son langage corporel change. Elle devient froide, distante, inaccessible. Et quand vous demandez ce qui ne va pas, vous obtenez un déni ou plus de silence. La troisième phase, c'est l'escalade de votre angoisse. À mesure que le silence continue, votre anxiété augmente.
Vous commencez à chercher ce que vous avez mal fait. Vous commencez à essayer différentes stratégies pour briser le silence. Des excuses, des gestes d'affection, des faveurs. N'importe quoi qui puisse la faire revenir. La personne narcissique observe cela et s'en réjouit. C'est sa source d'énergie. La quatrième phase, c'est la rupture. À un moment donné, le silence prend fin, parfois parce que la personne narcissique décide que c'est assez, parfois parce que vous avez manifesté suffisamment de détresse, parfois parce qu'elle a besoin de quelque chose de vous. La rupture se fait souvent sans explication, comme si de rien n'était. C'est déstabilisant. La cinquième phase, c'est la réconciliation factice. Après la rupture, il peut y avoir une période de relative normalité, peut-être même une période de proximité accrue. Mais il n'y a aucune résolution réelle du conflit, il n'y a aucun engagement de changement. Le cycle est prêt à se répéter, et il se répétera. Maintenant, je veux vous parler de ce que Carl Jung a découvert sur les personnes qui utilisent cette tactique, sur les motivations profondes. Carl Jung a observé que l'utilisation du silence comme une arme est souvent associée à certains schémas de personnalité. Toutes les personnes qui l'utilisent ne sont pas narcissiques, mais beaucoup de personnes narcissiques l'utilisent. C'est un outil parfait pour elles, car il permet le contrôle sans l'exposition. Elles peuvent vous blesser, sans laisser de preuves évidentes d'abus. Carl Jung a également noté que beaucoup de personnes qui utilisent le silence comme une arme ont appris cette tactique dans l'enfance. Peut-être ont-elles été ignorées par leurs propres parents comme punition. Peut-être ont-elles observé un parent utiliser le silence contre l'autre. Elles ont appris que le silence est un moyen efficace de contrôler les autres, sans conséquences apparentes. Mais Carl Jung était très clair sur une chose. L'origine du comportement ne l'excuse pas. Comprendre pourquoi quelqu'un utilise le silence comme une arme peut vous aider à avoir de la compassion. Mais cela ne signifie pas que vous devez le tolérer. Le mal que cela vous cause est réel, indépendamment de l'origine du comportement. Votre bien-être est prioritaire. Avant de continuer avec les stratégies de protection que Carl Jung a développées, je veux faire une pause. Si ce contenu vous aide à mettre des mots sur quelque chose que vous avez vécu, si vous comprenez enfin que ce que vous expérimentez est de l'abus et non une exagération de votre part, alors considérez soutenir cette chaîne avec un Super Thanks. Votre contribution nous permet de continuer à enquêter et à partager ce savoir. Qui peut libérer tant de personnes du silence qui les détruit. Merci de faire partie de cette communauté, de cette chaîne d'espoir. Maintenant, Carl Jung a développé des stratégies spécifiques pour faire face au silence utilisé comme une arme. Et la première chose que je veux que vous compreniez est contre-intuitive. La stratégie la plus importante, c'est d'arrêter de chercher à ce que ça se termine. Cela semble étrange, parce que tout votre instinct vous dit de faire quelque chose pour briser le silence, de vous excuser, d'expliquer, de supplier, de faire ce qu'il faut pour qu'on vous parle à nouveau. Mais Carl Jung a averti que cette réponse est exactement ce que la personne narcissique veut. Votre désespoir de renouer le contact est sa récompense. Votre angoisse est sa nourriture. Votre disposition à faire n'importe quoi pour que ça se termine est sa victoire. Ne tombez pas dans ce piège. Le silence, une arme à double tranchant. Quand on cesse de poursuivre, quand on arrête de supplier, quand on ne montre plus de signes de détresse, on retire tout son pouvoir à cette arme. Le silence n'est plus une tactique de contrôle si on ne réagit pas comme l'autre s'y attend. Carl Jung, le grand Carl Jung, appelait cela le retrait de l'approvisionnement. La personne narcissique utilise le silence parce qu'elle en retire quelque chose. Votre réaction émotionnelle, votre soumission, votre désespoir. Quand on cesse de lui fournir ces éléments, le silence perd tout son intérêt. Cela ne veut pas dire que cela ne vous affecte pas. Cela signifie simplement que vous ne le montrez pas. Il y a une différence. Vous pouvez ressentir la douleur du rejet intérieurement, tout en projetant extérieurement calme et indifférence.
Vous n'avez pas besoin de faire semblant que cela ne vous touche pas. Vous devez juste arrêter de montrer à l'autre que cela vous importe d'une manière qu'il puisse exploiter. La deuxième stratégie, et Carl Jung l'aurait absolument approuvé, c'est la documentation interne. Tenez un registre précis des épisodes de silence. Quand ils commencent, combien de temps ils durent? Qu'est-ce qui semble les déclencher? Comment ils se terminent? Quelles conditions semblent devoir être remplies pour que cela cesse? Cette documentation sert à plusieurs fins. Premièrement, elle vous aide à voir le schéma clairement. Quand vous avez plusieurs épisodes documentés, il devient beaucoup plus difficile de minimiser ce qui se passe. Vous voyez la fréquence, vous voyez la durée, vous voyez la disproportion. Les données froides, implacables, vous aident à garder les idées claires, surtout quand l'autre tente de vous faire croire que vous exagérez. Deuxièmement, la documentation vous aide à identifier les déclencheurs. Peut-être découvrirez-vous que le silence survient toujours après que vous ayez exprimé une opinion différente, ou après que vous ayez passé du temps avec des amis, ou après que vous ayez connu un succès personnel. Ces schémas révèlent ce qui se passe réellement. Ce n'est pas votre comportement qui est problématique, c'est votre autonomie que l'autre ne tolère pas. Troisièmement, cette documentation peut être utile, essentielle. Si jamais vous devez expliquer la situation à d'autres, thérapeutes, membres de la famille, amis, avoir des preuves concrètes, des faits, aide à faire comprendre la gravité de ce que vous vivez. La troisième stratégie, et elle est vitale, c'est la création de sources alternatives de connexion. Carl Jung avait observé qu'une des raisons pour lesquelles le silence comme arme est si efficace, c'est parce que la victime a souvent été isolée. La personne narcissique est sa principale source de connexion émotionnelle. Quand elle se retire, la victime se retrouve complètement seule, comme une barque perdue en mer. Votre travail, votre priorité, c'est de construire d'autres sources de connexion, des amis qui vous connaissent et vous apprécient pour ce que vous êtes, des membres de votre famille qui sont de votre côté, des groupes de soutien où vous pouvez partager votre expérience. Quand vous avez d'autres sources de connexion, le silence de la personne narcissique fait moins mal. Non pas parce que cela ne vous importe pas, mais parce que ce n'est plus votre seule source de validation et d'appartenance. La quatrième stratégie, c'est ce que Carl Jung appelait le rejet de la culpabilité projetée. Quand le silence commence, votre premier réflexe est de chercher ce que vous avez fait de mal. Mais je veux que vous vous arrêtiez et que vous vous posiez une question différente. Cette réaction est-elle raisonnable? Ce que j'ai fait justifie-t-il des jours d'ignorance? Cette réponse est-elle proportionnée à ce qu'il a prétendument causé? Si vous êtes honnête avec vous-même, la réponse est souvent non. Peut-être avez-vous exprimé une opinion différente. Peut-être avez-vous dit non à quelque chose. Peut-être avez-vous simplement existé d'une manière qui ne lui plaisait pas. Rien de tout cela ne justifie le châtiment du silence. Quand vous refusez d'assumer une culpabilité qui ne vous incombe pas, vous brisez une partie du cycle. La cinquième stratégie, c'est la communication assertive quand le silence prend fin. Carl Jung était très précis sur ce point. Quand la personne narcissique décide de briser le silence et d'agir comme si de rien n'était, vous n'êtes pas obligé de jouer le jeu. Vous pouvez dire, calmement et sans agressivité, ce que vous avez besoin de dire. Ces jours de silence m'ont affecté. Je ne suis pas disposé à agir comme si de rien n'était. Cela ne va pas changer la personne narcissique, mais cela vous change. Vous, cela vous sort du rôle de victime silencieuse, cela vous rend votre voix, et cela lui communique qu'il y a des conséquences à son comportement. Même si ces conséquences se limitent à votre refus de faire semblant que tout va bien, la sixième stratégie, c'est l'évaluation honnête de la relation. Carl Jung était très direct à ce sujet. Si quelqu'un utilise répétitivement le silence comme arme contre vous, vous devez vous demander si cette relation en vaut la peine. Le silence répété n'est pas un défaut mineur que vous pouvez ignorer.
C'est un schéma d'abus qui érode votre bien-être mental à chaque épisode. C'est comme une goutte d'eau qui finit par creuser la pierre. Carl Jung avait observé que de nombreuses victimes restent dans ces relations parce qu'elles espèrent que l'autre personne va changer, parce qu'elles se souviennent des bons moments, parce qu'elles ont peur d'être seules. Mais la réalité, la dure réalité, c'est que les personnes qui utilisent le silence comme arme changent rarement, surtout si la tactique continue de fonctionner. Tant que vous continuerez à réagir comme elles s'y attendent, elles n'auront aucune raison de changer. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe quand vous arrêtez de réagir au silence. Carl Jung a mis en évidence un schéma intéressant. Quand la victime cesse de poursuivre, cesse de supplier, cesse de montrer des signes de détresse, la personne narcissique passe souvent à la vitesse supérieure. D'abord, le silence se fait plus long. Quand cela ne fonctionne pas, la provocation active peut apparaître. Des commentaires conçus pour vous faire réagir, des comportements qu'elle sait qui vous énervent. Tout est bon pour récupérer la dynamique où elle a le pouvoir et où vous êtes désespéré. Cette escalade est en réalité un bon signe. Cela signifie que votre nouvelle façon de répondre fonctionne. La personne narcissique perd le contrôle et essaie de le récupérer. Votre travail est de maintenir le cap, de ne pas réagir à la provocation, de ne pas céder au silence prolongé, de maintenir votre calme et votre vie pendant qu'elle essaie désespérément de vous faire revenir à l'ancien schéma. Si vous maintenez cette position suffisamment longtemps, deux choses peuvent se produire. Premièrement, la personne narcissique peut décider que vous ne valez plus la peine et chercher une victime plus réceptive. Cela peut être vécu comme un rejet, mais c'est en réalité une libération. Deuxièmement, dans de rares cas, la personne narcissique peut modifier son comportement parce qu'elle se rend compte que le silence ne fonctionne plus comme outil de contrôle. Cela ne signifie pas qu'elle a changé profondément. Cela signifie simplement qu'elle a adapté ses tactiques. Il y a une chose importante que Carl Jung voulait que les victimes du silence comprennent au sujet de la guérison. Les dommages causés par des années passées à être punis par le silence ne disparaissent pas instantanément quand la relation prend fin ou quand on apprend à ne pas réagir. Carl Jung a décrit des effets durables qui nécessitent attention et travail pour guérir. Le premier effet est l'hypervigilance relationnelle. Après avoir été puni répétitivement par le silence, vous pouvez devenir hypersensible à tout signe de retrait dans vos autres relations. Un ami qui met du temps à répondre à un message. Un partenaire qui a besoin d'un moment de silence sain. Votre système d'alarme se déclenche parce qu'il a été entraîné à anticiper le châtiment du silence. Cette hypervigilance peut nuire à des relations saines si vous ne la reconnaissez pas et ne travaillez pas dessus. Le deuxième effet, c'est le doute sur votre perception. Un doute profond et lancinant. Des années à entendre dire « il ne se passe rien » alors que clairement quelque chose se passait, peuvent éroder votre confiance en votre propre perception. Vous commencez peut-être à vous demander si vous voyez réellement ce que vous croyez voir dans d'autres situations. Ce doute peut vous rendre vulnérable à d'autres formes de manipulation. Une partie de la guérison consiste à reconstruire la confiance en votre propre capacité à percevoir la réalité, à faire confiance à votre intuition. Le troisième effet est la difficulté à tolérer les silences sains. Après que le silence ait été utilisé comme une arme contre vous, vous pouvez développer de l'anxiété face à tout silence dans vos relations. Même les silences normaux et sains peuvent déclencher votre système d'alarme. Apprendre à distinguer entre un silence destructeur et un silence normal fait partie du processus de guérison. C'est apprendre à se reconnaître. Le quatrième effet est la tendance à surexpliquer et à s'excuser à l'excès. Après des années à chercher désespérément ce que vous avez fait de mal pour mettre fin au silence, vous pouvez développer l'habitude de vous excuser pour tout et d'expliquer excessivement chaque action. Ce comportement vient d'un lieu d'autoprotection, mais peut être épuisant pour vous et pour ceux qui vous entourent.
Une partie de la guérison consiste à apprendre que vous n'avez pas à justifier votre existence. Vous êtes, et c'est suffisant. Carl Jung avait des recommandations spécifiques pour la guérison, des pistes, des outils pour se reconstruire. La première, c'était la thérapie avec quelqu'un qui comprend l'abus émotionnel. Tous les thérapeutes ne reconnaissent pas le silence comme une forme d'abus. Cherchez quelqu'un qui comprend la dynamique et qui peut vous aider à traiter ce que vous avez vécu sans le minimiser. Quelqu'un qui valide votre expérience, c'est essentiel. La seconde, c'était la reconnexion avec votre voix, après des années à être réduite au silence, à vous diminuer pour éviter la punition. Vous devez redécouvrir qui vous êtes. Quand vous ne marchez pas sur des œufs, que pensez-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment? Que ressentez-vous vraiment? Cette reconnexion prend du temps, mais elle est essentielle. C'est un chemin vers l'authenticité. La troisième, c'était la pratique d'établir des limites. Si vous êtes resté dans une relation où le silence était utilisé comme une arme, probablement vos limites ont été érodées systématiquement. Apprendre à établir et à maintenir des limites saines fait partie de la reconstruction de votre sens de vous-même. C'est reprendre le contrôle. La quatrième, c'était la patience envers vous-même. La guérison n'est pas linéaire. Il y aura des jours bons et des jours difficiles, des moments où vous sentez que vous avez avancé, et des moments où il semble que vous êtes revenu au point de départ. Jung soulignait que cette fluctuation est normale et ne signifie pas que vous ne guérissez pas. C'est un processus, avec ses hauts et ses bas. Il y a quelque chose de final que Carl Jung voulait que vous compreniez sur le silence comme arme, un message important. Vous ne le méritez pas, vous ne l'avez jamais mérité. Rien de ce que vous avez fait ne justifie d'être effacé de l'existence de quelqu'un comme punition. Rien de ce que vous avez dit ne justifie des jours ou des semaines à être ignoré comme si vous n'existiez pas. Le problème n'êtes pas vous. Le problème est la personne qui a choisi d'utiliser le silence comme un outil de contrôle et de dommage. Cette personne et ses propres blessures. Si vous êtes dans une relation où le silence est utilisé comme une arme, vous avez des options. Vous pouvez apprendre à ne pas réagir de manière qui l'alimente. Vous pouvez établir des limites sur ce que vous êtes disposé à tolérer. Vous pouvez chercher le soutien de personnes qui comprennent ce que vous vivez. Et si c'est nécessaire, vous pouvez choisir de vous éloigner de quelqu'un qui vous traite comme si vous n'existiez pas. Vous avez le pouvoir de choisir. Le silence peut être la paix, mais le silence qui vous fait sentir que vous ne valez rien n'est pas la paix. C'est de la violence déguisée en rien, et vous méritez mieux que ça. Vous méritez d'être entendu, d'être valorisé, d'être aimé. Si cette vidéo vous a aidé à nommer quelque chose que vous avez vécu, ou si vous reconnaissez ces schémas dans vos relations, dites-le moi dans les commentaires. Combien de temps a duré le silence le plus long que vous avez expérimenté comme punition? Ou quelle stratégie allez-vous commencer à implémenter pour vous protéger? Votre expérience peut aider d'autres qui pensent encore qu'ils exagèrent. Et rappelez-vous, le silence qui vous détruit n'est pas de la communication. C'est de l'abus et vous n'êtes pas seul.